La riposte, elle était attendue. Et le Hamas savait parfaitement ce qui allait se produire après l'acte commis le 7 octobre. Mais là, la riposte, elle va bien au-delà de ce que l'acte lui-même terroriste justifiait. Donc il est très important d'arrêter le conflit, pas simplement d'obtenir un cessez-le-feu, pas simplement une trêve. Comment imaginer qu'après un mois, les bombardements reprennent? Bonjour François Hollande. Bonjour. Aujourd'hui avec vous, on va essentiellement parler de géopolitique. Mais avant, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre comment, en quelques années, vous êtes passé du statut du président impopulaire et dans l'incapacité de se représenter à celui de deuxième personnalité politique préférée des Français. Bon, il est toujours plus simple d'être populaire quand nous n'exerçons plus le pouvoir. Mais il y a aussi un effet de comparaison, à la fois par rapport à ce qu'était la situation avant que je ne devienne président et ce qu'elle est depuis que je ne suis plus président. Enfin, il y a eu un travail que j'ai mené aussi pour expliquer ce que j'avais fait et pour transmettre, notamment auprès des jeunes générations, le sens même de mon action. Et aujourd'hui, les questions que j'avais posées sur la conception des institutions, sur la nécessité d'une justice fiscale, sur la force qui devait être la nôtre face aux régimes autoritaires, tous ces thèmes-là se sont progressivement imposés et donc j'en ai d'une certaine façon eu le retour. Donc, vous pensez que les Français se disent finalement c'était mieux avant, c'était mieux avec Hollande? Ah ben ça, je ne vais pas parler en leur nom, mais certains en tout cas le disent. En tout cas, ils me disent que je leur manque et je leur réponds qu'ils me manquent aussi. Qu'est-ce que ça dit du rapport que peuvent avoir les Français avec le pouvoir? Les Français, depuis longtemps, sont en distance par rapport au pouvoir. Parce qu'il ne répond pas forcément à leurs attentes, parce qu'il s'est mis à un niveau trop lointain, parce que les Français ont le sentiment, à tort ou à raison, d'être délaissés, abandonnés, et aussi bien la succession des alternances pendant toute une période que l'arrivée d'Emmanuel Macron qui était supposé trouver une autre façon de faire de la politique. Tout ça a engendré beaucoup de déceptions dont les populistes sont aujourd'hui, pas simplement en France, les bénéficiaires. Donc il est important de revenir aux fondamentaux de la politique et notamment au clivage, au vieux clivage gauche-droite qui s'était progressivement effacé. Ben, quand il n'y a plus de clivage, quand il n'y a plus le choix, quand il n'y a plus la vigueur de ce qu'était la démocratie, quand on a un Parlement qui est pris simplement par le tumulte, eh bien, on a des crises qui peuvent frapper jusqu'au cœur même de nos institutions et de la démocratie. Est-ce que tout cela, ça vous vaccine contre la tentation d'un retour ou au contraire, est-ce que ça vous y encourage? Ben, je n'ai jamais été un forcené du pouvoir, même si je l'ai voulu, je l'ai conquis et je l'ai exercé. Mais j'ai montré précisément, en n'étant pas candidat en 2017, que je n'étais pas dans une appropriation à l'égard du pouvoir. Si j'ai été amené à ne pas être candidat, ce que j'ai pu regretter ensuite, c'est parce que je craignais précisément ce qui s'est produit. Même si la présence d'Emmanuel Macron a fait qu'on a évité un retour de la droite et présence qui aurait été trop importante de l'extrême droite. Mais il n'empêche que je sentais bien que la division de la gauche, le manque de lucidité sur ce que nous faisions, l'indiscipline d'un certain nombre de membres de mon propre parti, tout ça produisait un risque de chaos de la politique. Mais donc je ne suis pas pour ça lié au pouvoir avec l'idée que si je ne suis pas au pouvoir, ma vie n'a plus de sens. Ce qui compte, c'est d'être utile et c'est ce que j'essaye de faire, soit par mes interventions, soit par des livres, soit par le travail que je fais auprès des étudiants ou des lycéens. C'est ça, être utile. Après, donc François Hollande, un jour à nouveau candidat à la présidentielle, c'est possible ou c'est totalement impossible? Bah, d'autres présidents avant moi y avaient songé. Je dois dire qu'aucun n'y est parvenu. Donc vous comprendrez que je vais être particulièrement modeste et prudent. Je ne pense pas que si je commençais à pouvoir me mettre sur ce registre-là, disant voilà, je ne suis plus président, ça me manque terriblement, permettez que j'y revienne, je ne pense pas que je serais écouté de la même manière par
par les Français. À un moment, il faut du désintérêt, il faut de l'attention, il faut un discours qui ne soit pas simplement par rapport à soi-même, mais par rapport à l'intérêt. Quand je dis l'intérêt général, ce n'est pas simplement de la France, c'est du monde en l'occurrence. Parlons-en justement du monde, revenons au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Il y a 2 conflits en cours qui bouleversent la scène internationale, l'un en Ukraine, l'autre à Gaza. Comment expliquez-vous, en tant qu'ancien président de la République, en tant qu'ancien secrétaire général du Parti socialiste, que la gauche française soit aussi fracturée sur ces 2 sujets? La gauche, elle a toujours été fracturée sur les sujets internationaux. Il y a longtemps, il y avait un parti communiste qui était très fort en France. Il n'a jamais adhéré à l'idée européenne. Et puis, vous vous souvenez, il y a eu un traité, à un moment, qui a été même présenté devant les Français pour son adoption par référendum. Et la gauche s'est divisée entre une partie du PS d'ailleurs, et puis d'autres, partis communistes extrême gauche, déjà Jean-Luc Mélenchon, qui ne voulaient pas entrer dans un processus d'intégration européenne. Et puis d'autres qui, au contraire, affirmaient que depuis François Mitterrand, c'était le choix que nous avions fait. Ça reste vrai aujourd'hui, et donc ce n'est pas grave. Ce n'était pas grave tant que le Parti socialiste était la première force politique, parce que c'est lui, de François Mitterrand à moi-même, en passant par Lionel Jospin, qui donnait la ligne européenne. Mais du jour où le Parti socialiste n'a plus été la première force, j'espère qu'il va le redevenir, mais du jour où il n'a plus été la première force, eh bien la gauche a glissé. Et ce qui explique que, par exemple, sur la question ukrainienne, la gauche radicale a longtemps été complaisante à l'égard de Vladimir Poutine. Et encore récemment, prônait la sortie de la France de l'Alliance Atlantique, ou considérait que c'était les Américains qui avaient provoqué d'une certaine façon l'agressivité de Poutine. Bon, c'est difficile aujourd'hui de réitérer ce type de propos. De la même manière sur Israël-Gaza, la position de la gauche française, c'était toujours la position des 2 États. Et donc de faire en sorte qu'Israël arrête la colonisation et qu'il y ait un travail qui soit fait avec les Palestiniens pour qu'ils aient enfin leur État. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il peut y avoir une partie de la gauche qui va être davantage sur les conséquences de l'attentat du 7 octobre et qui va être moins active par rapport à la question palestinienne. Et une autre partie de la gauche extrême, la gauche radicale, qui va se mettre sur des positions pro-palestiniennes, mais pas au sens de faire un État, mais de ne pas dire que le Hamas est une organisation terroriste. Donc, et vous, François Hollande? Moi, je suis sur la position qui a toujours été celle que j'ai défendue, c'est-à-dire, oui, le Hamas a commis un acte terroriste inacceptable et insupportable, mais nous devons aller vers une solution, d'abord d'arrêt du conflit et déjà de préparation de la paix pour la création d'un État palestinien. Hélas, parce que c'est des milliers de personnes qui ont perdu la vie, hélas, parfois, c'est dans la guerre que l'accélération de l'histoire se produit. Mais là, il ne faudrait pas que nous ayons eu l'attentat terroriste du 7 octobre, la guerre, des déplacés, 1,5 million, 2 millions peut-être, l'ensemble de ceux qui vivaient dans l'enclave, et qu'il n'y ait pas de suite. Est-ce qu'on est encore aujourd'hui dans le cadre de la légitime défense, quand il y a 30 000 morts, dont 13 000 enfants, quand des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte sont ciblés, quand la moitié des infrastructures dans l'enclave palestinienne a été détruite? La riposte, elle était attendue. Et le Hamas savait parfaitement ce qui allait se produire après l'acte commis le 7 octobre. Mais là, la riposte, elle va bien au-delà de ce que l'acte lui-même terroriste justifiait. Donc il est très important d'arrêter le conflit, pas simplement d'obtenir un cessez-le-feu, pas simplement une trêve. Comment imaginer qu'après 1 mois, les bombardements reprennent et que vont devenir les personnes qui sont réfugiées au-delà de leur propre alimentation, car le risque de famine existe. C'est pour ça qu'il est très important, et je vois que les choses bougent, et notamment aux États-Unis, très important, avant les élections américaines de novembre, que nous puissions, les Européens, la France en particulier, mais aussi et surtout les États-Unis, faire en sorte que Netanyahou comprenne qu'il n'a plus aujourd'hui d'autre solution que d'arrêter. Mais
Vous êtes un homme qui comprend très bien les rapports de force, vous l'avez montré avec Vladimir Poutine très tôt, avant tout le monde. Israël aujourd'hui est en position de force. La colonisation s'est très largement accélérée depuis le processus d'Oslo. Pourquoi Israël, s'il n'y est pas contraint, accepterait une solution à deux États? D'abord, la contrainte, ça doit être d'obtenir l'arrêt du conflit. Comment? Là, les États-Unis sont déterminants parce que les armes dont dispose Israël sont largement fournies par les Américains. L'économie israélienne, même si elle peut vivre hors des sanctions, mais l'économie israélienne, elle a besoin aussi de l'ouverture économique. Donc, vous dites que les Américains devraient arrêter de financer cette guerre? Oui. C'est ce que vous dites? Oui, s'ils veulent l'arrêter, il faut qu'à un moment, ils l'expriment. Là, déjà, la résolution au Conseil de sécurité est quand même une étape importante, mais il faut qu'ils aillent encore plus loin par rapport au gouvernement de Netanyahou. Ensuite, il faut provoquer, nous n'avons pas les moyens, mais il faut qu'à un moment, il y ait une recomposition électorale. Donc il est légitime que le peuple israélien, c'est tout l'enjeu de l'arrêt du cessez-le-feu, de l'arrêt du conflit, puisse avoir la parole. Je dirais aussi la même chose pour les Palestiniens. Nous avons besoin de légitimité si nous voulons qu'il y ait une négociation qui aboutisse à la solution des deux États. Voilà les étapes qui nous attendent. Nous avons donc tout intérêt à ce que ça aille vite maintenant, parce que les élections américaines risquent de compliquer encore le processus, parce que Netanyahou attend aussi les élections américaines. Vous parliez du conflit ukrainien, Poutine attend les élections américaines. Et leur seul candidat commun, de ce point de vue-là, Netanyahou et Poutine, c'est Trump. Puisque Trump, on sait, abandonnera l'Ukraine, et on sait que Trump, il a déjà eu comme président à déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, on sait qu'il soutiendra le gouvernement dont une partie de sa composition est d'extrême droite. Donc nous connaissons le risque. À partir de là, je pense que Biden l'a compris et les Européens doivent également être à la manœuvre. De ce point de vue-là, l'évolution de la position allemande est très importante. La position française était connue. La position allemande est très importante parce que, pour des raisons que l'on sait, ils ont longtemps soutenu, les gouvernements ont soutenu Israël et le gouvernement Netanyahou. C'est fini. Est-ce que vous comprenez que dans une partie du monde, y compris au Liban, on ait le sentiment que l'Occident n'adopte pas la même boussole quand il s'agit de Kiev ou de Gaza, et que cela participe à affaiblir le discours occidental, non seulement au Proche et au Moyen-Orient, mais plus généralement sur l'ensemble de la scène internationale? Oui, mais ce sentiment est partagé. Est-ce qu'au Moyen-Orient, on a bien conscience, et au Proche-Orient, de ce qui se passe à l'est de l'Europe? Le deux poids, deux mesures n'est pas du tout un monopole occidental. Exactement. Les Arabes en sont les champions. Mais les Arabes n'ont pas créé le système international contemporain. Ils n'en sont pas les gardiens. Mais le système international contemporain, il est bloqué aujourd'hui, puisque le Conseil de sécurité, sauf lorsqu'il y a vraiment une nécessité, ne parvient pas à trouver un accord. Mais ce qui est vrai, c'est que chacun doit comprendre les préoccupations de l'autre. Pour toute la région du Proche-Orient, tant que la question palestinienne ne sera pas réglée, on avait fini par l'oublier, y compris les pays arabes. Tant que la question palestinienne ne sera pas réglée, il y aura toujours un courant qui entretiendra l'idée que la violence peut avoir sa place. Et l'Iran joue un rôle dans cette affaire. On va y revenir. Donc, il faut bien comprendre que c'est ce processus qu'il faut régler. De la même manière, pour ce qui concerne la question ukrainienne, il est très important que Poutine ne puisse pas obtenir gain de cause. Car s'il obtenait gain de cause, ça veut dire que la force, à ce moment-là, peut trouver sa place. Et ça vaudra pour tous les gouvernements. En décembre 2014, l'Assemblée nationale, qui est alors majoritairement dominée par le Parti socialiste, reconnaît l'État palestinien. Il se murmure à l'époque que vous apprêtiez aussi à le faire. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi y avoir renoncé? L'Assemblée nationale était prête à faire une déclaration, j'allais dire, qui était purement verbale, de dire que... symbolique qu'elle reconnaissait l'État palestinien. Je veux dire, l'État palestinien, la Palestine siège aux Nations Unies. Bon. C'est autre chose que la France puisse dire, voilà, nous reconnaissons l'État palestinien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'État palestinien.
Donc c'est une illusion, c'est d'une certaine façon une position factice et que je n'ai pas voulu prendre. Un État palestinien, ce n'est pas une autorité palestinienne. Un État palestinien, c'est d'avoir le contrôle de son territoire. Donc vous ne l'avez pas envisagé à l'époque? Donc je l'ai compris de la part d'une assemblée qui pouvait en délibérer, mais je ne l'ai pas traduit en termes d'actes juridiques. De nombreux observateurs estiment qu'il y a un tournant dans ce qu'on a longtemps appelé la politique arabe de la France après la fin du mandat de Jacques Chirac. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce que la France aujourd'hui a encore une politique arabe et quelle est-elle? Je n'ai jamais adhéré à cette idée de politique arabe. C'est qui les Arabes? Ils sont eux-mêmes parfois divisés. Donc il y a une politique française, en tout cas je l'ai conduite, pour le Proche et le Moyen-Orient, avec des principes. Les principes, c'est effectivement de régler la question israélo-palestinienne, et l'autre principe, c'est de pouvoir éviter qu'il y ait des influences extérieures qui déstabilisent les pays arabes en particulier. Et de ce point de vue, ce qui s'est passé en Syrie, pour moi, était déterminant. Parce qu'il y avait non seulement des influences étrangères, l'Iran, et la Russie, mais il y avait la volonté de déstabiliser l'ensemble du monde arabe. En août 2013, justement, Bachar el-Assad lance une attaque chimique dans la Ghouta orientale malgré la ligne rouge américaine. À l'époque, vous êtes prêt à intervenir, mais Barack Obama recule. Pourquoi est-ce que c'est impossible d'y aller sans les Américains? Militairement, c'était possible. Nous avions les moyens de le faire. Mais politiquement, ça devenait impossible. Pourquoi? Parce que nous ne pouvions pas faire une intervention unilatérale sans couvert des Nations Unies. Vous pouvez imaginer que de toute façon la Russie aurait mis son veto, mais si en plus nous n'avions pas l'appui américain, nous étions totalement isolés sur le plan diplomatique. La deuxième raison, c'est que ce que me dit à ce moment-là Barack Obama, c'est on va obtenir par la négociation ce que nous aurions peut-être pu détruire par une action militaire. Et donc c'était l'espoir qu'il y allait avoir l'évacuation des armes chimiques du territoire syrien. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il y a eu une partie, mais il y a eu encore des utilisations d'armes chimiques après. Donc il y avait la volonté donc, de la communauté internationale d'aller vers la négociation. Moi, j'ai considéré que cet acte de renoncement de frapper le régime de Bachar el-Assad par des moyens aériens, il n'y avait aucune troupe au sol à envisager, était un acte très important parce qu'il y avait une violation non seulement du droit des gens, mais une violation des conventions internationales. C'est un tournant. Et c'est un tournant, mais pas simplement pour la Syrie. Oui, bien sûr. Si ça a provoqué... Est-ce que Vladimir Poutine annexe la Crimée si... Mais voilà, est-ce que cet acte était un acte qui ne concernait que la région, ou au contraire un renoncement qui allait avoir des conséquences et un impact ailleurs? Eh bien oui. Quand Vladimir Poutine, mais il n'est pas le seul, regarde que les États-Unis, face à une ligne rouge qui a été franchie, face à une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, les États-Unis ne sont pas prêts à se joindre à une opération, ils ont conclu que si demain il devait y avoir, à l'époque nul ne le savait, une autre opération de force, les Américains n'iraient pas non plus s'y interposer. C'est ce qui s'est exactement produit. Alors comment les puissances occidentales aujourd'hui peuvent faire respecter l'ordre ou le droit international tout simplement sans provoquer des surenchères ou sans rentrer dans de multiples conflits vu le nombre de puissances potentiellement impliquées? D'abord, il y a un travail avec le Sud à mener. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le retour des blocs et qui ferait qu'il y ait d'un côté des régimes autoritaires, en l'occurrence la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une assemblée dans laquelle on a envie de participer. Mais il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas non plus se retrouver dans le giron occidental, fût-il européen. Donc il est très important que le Sud soit associé à toutes les décisions qui doivent être prises pour le règlement des conflits et pour leur donner aussi une place dans les lieux de décision, que ce soit à l'ONU ou que ce soit au G20 ou dans des instances qui peuvent aboutir à agir par exemple sur le climat. Voilà ce qu'il convient de faire. Par ailleurs, l'Europe a son rôle à jouer. Si l'Europe est regardée comme ou impuissante ou
totalement dépendante des États-Unis d'Amérique, dont on ne sait pas quel va être l'avenir, eh bien l'Europe ne peut plus jouer son rôle politique. Or, dans la région du Proche et du Moyen-Orient, c'était à l'Europe d'agir. D'ailleurs, c'est l'Europe qui aide le plus les Palestiniens. Y compris militairement? Là, on n'a pas besoin d'agir militairement. Mais est-ce qu'elle devrait avoir à l'avenir un rôle Non, elle l'a eu, il y a eu des coalitions. Dans la coalition contre Daesh, il ne faut pas l'oublier, l'Allemagne n'y était pas. Bon, c'était quand même un sujet de préoccupation. Mais la France y a joué tout son rôle. Donc oui, il peut y avoir des coalitions dans lesquelles, même si les États-Unis n'y sont pas, nous avons à jouer un rôle. Par ailleurs, il y a des sujets qui intéressent davantage les Européens quant à leur propre sécurité, même s'ils ont tort de penser que ce qui se passe au Moyen-Orient n'atteint pas leur propre sécurité. Enfin, ce qui se passe du côté de l'Ukraine les oblige à avoir une Europe de la défense. Durant votre mandat, un accord a été signé entre l'Iran et les 5+1 sur la question nucléaire, un accord qui a été déchiré par Donald Trump une fois son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, l'Iran est au seuil de l'arme nucléaire. On constate, en particulier depuis le 7 octobre, son pouvoir de déstabilisation via ses missiles et ses milices au Moyen-Orient. Comment on traite avec cette puissance? Est-ce que c'est par la diplomatie, par la force ou par les deux? Forcément par les deux. Pourquoi ai-je voulu, avec des conditions qui ont été peut-être plus resserrées grâce à la France, qu'il y ait un accord sur le nucléaire iranien? C'est parce que le pari que nous pouvions faire, c'est non seulement d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme, mais d'ouvrir l'Iran et de faire que le développement économique de l'Iran puisse l'amener à des considérations moins belliqueuses. Mais on connaît l'Iran, qui pouvait aussi avoir double jeu, c'est-à-dire à la fois faire des gages pour le nucléaire, mais continuer à déstabiliser. C'est ce qui s'est d'ailleurs produit. Mais enfin, je pense que la décision de Donald Trump a été très malencontreuse, puisqu'on n'a pas laissé la possibilité précisément aux investissements étrangers de venir en Iran, et ça a renforcé le camp des conservateurs, comme toujours. Les extrémistes renforcent les extrémistes. C'est la leçon de l'histoire. Donc Donald Trump a renforcé le pire du régime iranien. Aujourd'hui, il faut donc qu'il y ait la pression diplomatique, y compris les sanctions. Peut-être aussi la perspective d'un retour, s'il y avait cette volonté du côté de l'Iran de renoncer à l'arme nucléaire, de pression pour qu'elle n'y accède pas. Il y a des moyens pour y parvenir. Et puis, deuxièmement, de lutter contre justement la déstabilisation. De ce point de vue, ce qui se passe avec les Houthis au Yémen ne doit pas être considéré à la légère. Et je considère que c'est un sujet très important pour la région. Parce que si les Houthis arrivent à empêcher la circulation maritime dans le détroit, l'Égypte connaît déjà une situation extrêmement difficile, et c'est l'ensemble de la région, c'est ce que veut l'Iran. L'Iran n'est pas capable d'agir par lui-même. Nous en avons encore la preuve. Au-delà des déclarations qui ont été faites, l'Iran n'a pas eu de soutien direct au Hamas, même si le lien existe. Donc il n'a pas de moyen direct. En revanche, il va utiliser tous ces proxys pour déstabiliser, lesquels font attention, mais les Houthis, c'est ce qui leur reste finalement aux Iraniens. Et le Hezbollah? Et le Hezbollah, mais le Hezbollah lui-même est sous la pression israélienne. Donc, il en subit un certain nombre de conséquences. Vous, en tant que président français, comment vous traitiez avec le Hezbollah? Je sais que vous n'avez pas de relation directe, mais comment vous traitez la question? Je traitais avec le gouvernement libanais, dans lequel il y avait des ministres qui étaient des représentants du Hezbollah. Je ne les distinguais pas, ils étaient ministres. En revanche, sur la pression que nous exercions, lorsque nous intervenions en Syrie, nous savions qu'il y avait quand même des éléments du Hezbollah qui étaient présents. Une dernière question, François Hollande. Vous connaissez bien le Liban, vous y êtes rendu à plusieurs reprises, vous connaissez bien ses dirigeants. Est-ce que vous pensez que ce pays est sauvable? Ce pays s'est sauvé, déjà, lui-même, d'une guerre civile qui a été terrible. Donc il a montré, malgré tout ce que l'on peut dire de lui, qu'il avait au moins cette capacité d'éviter que nous retournions à ce qui avait été le pire de l'histoire libanaise.
Après, ce pays, je le connais bien, comme vous dites, j'en connais les traditions, les rites, les rigidités, mais il a encore cette vitalité. Vous y croyez encore? Oui, j'y crois parce qu'un pays qui a réussi dans une région où il est en perpétuel bouleversement à tenir bon et à assurer malgré tout son unité, c'est un pays qui veut vivre. Merci beaucoup, François Hollande. Merci.